Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Cheikh, Alfred Chango et Daoud Attal. Le sommet Inde-Afrique est terminé, il s'est achevé ce jeudi à New Delhi, la capitale indienne, avec une promesse du gouvernement indien d'accorder une aide de 500 millions d'euros à l'Afrique. Lors de ce troisième sommet, il a également été question de l'accueil des étudiants africains. Alioune Guindo. Le sommet Inde-Afrique qui se tenait à New Delhi depuis le lundi 26 octobre 2015 se termine ce jeudi 29 octobre 2015. Un dernier jour de sommet marqué par une annonce importante faite par le Premier ministre indien Narendra Modi. L'Inde accordera une aide d'une valeur de 500 millions d'euros à l'Afrique au cours des 5 prochaines années, de quoi entretenir la solidarité indienne dans le cadre, entre autres secteurs, de la technologie agroalimentaire en Afrique. Pour un avenir meilleur, la science est un outil d'union des peuples qui cherchent à progresser. Elle va permettre de développer le secteur agricole africain qui produit 60% des richesses mondiales, mais qui n'en reçoit que 10% des retombées globales. Lors de cette troisième édition du sommet Inde-Afrique, il a également été question de l'avenir. Le Premier ministre indien est notamment revenu sur l'importance de la jeunesse et de la formation professionnelle. Narendra Modi a dans ce sens promis d'attribuer 50 000 bourses d'accueil dans les universités indiennes à des étudiants africains. Nous avons formé un partenariat basé sur la prospérité. Nous tenons ensemble pour la paix et contre la faim et la maladie. Et le plus grand trésor qui nous unit reste notre jeunesse. Le sommet de New Delhi se clôture ce 29 octobre 2015 avec la présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Ce sommet se veut le lieu de renforcement de la coopération Sud-Sud avec pour support la relation entre l'Inde et l'Afrique. Malik, qu'est-ce que l'Afrique a à y gagner en renforçant sa coopération avec l'Inde ? Beaucoup de choses, notamment sur le plan de la formation, ça a été noté dans le reportage. Les étudiants africains ne demandent que ça. Quand vous n'avez pas des offres de formation disponibles sur le continent, avec les nouvelles technologies, maintenant on peut se former à distance. Et je pense que l'Inde veut d'ailleurs être un acteur majeur pour former les jeunes africains, notamment dans le domaine de la médecine. Il y a des volets sur ces formations qui sont à l'étude en ce moment. Et on a vu, bien évidemment, des bourses qui vont être attribuées pour les étudiants africains. Donc c'est une très bonne chose, mais je pense que l'Inde veut mettre un peu d'éthique dans son partenariat, là où l'éthique justement fait défaut dans beaucoup de partenariats. Je ne dis pas tout le temps, mais dans le partenariat entre la Chine et l'Afrique, l'éthique est rarement là. Les partenariats entre l'Europe et l'Afrique, l'éthique aussi est absente. Donc là, l'Inde essaie un peu de se démarquer de ses concurrents pour justement plus tard mieux investir les marchés. On sait que les marchés africains sont les plus prometteurs, donc c'est je dirais une bonne stratégie de l'Inde. On est toujours intéressé sur le plan économique, mais c'est une bonne chose. Alfred, on parle souvent de partenariat gagnant-gagnant quand il s'agit de l'Afrique avec d'autres pays en développement. Est-ce que quand il s'agit de partenariat Inde-Afrique, on est dans ce schéma-là de partenariat gagnant-gagnant ? Je pense que l'Inde est non seulement dans ce schéma-là, mais comme elle a quand même par rapport à un certain nombre d'autres partenaires une antériorité de la relation avec l'Afrique, elle n'est pas, j'allais dire, un nouvel État en Afrique. Non, ce sont des relations anciennes. Donc, on est dans la continuité vraiment de ces relations. Et puis, il ne faut jamais oublier la conférence de Bandung de 1955. Ça, c'est vraiment une date décisive dans cette relation entre l'Inde, en particulier, et l'Afrique. Et même dans la tricontinentale, aujourd'hui, on célèbre la mémoire de Mehdi Ben Barka. Voilà, mais qui était au cœur justement de cette trique continentale. C'était quoi? L'Inde, donc l'Asie et l'Afrique, qui se retrouvaient ensemble pour pouvoir proposer un modèle de développement, notamment non-alignement et tiers-mondisme, etc. Donc l'Inde est chez elle en Afrique. Aujourd'hui, effectivement, on voit que l'Inde investit un certain nombre de secteurs, que ce soit au niveau de la médecine, on l'a dit, des nouvelles technologies de la communication et de l'information, dans l'automobile, dans des choses comme ça.
Donc effectivement, dans l'industrie hydroélectrique aussi, parce qu'ils construisent des barrages. Hein, quand on regarde un peu la géographie, la géostratégie de l'Inde dans l'Afrique, on s'aperçoit effectivement que dans tous les pays où ils vont, effectivement, il y a l'économie, il y a les matières premières, mais il y a aussi des investissements dans le domaine de l'électricité et puis dans les échanges. Donc, je vous dirais effectivement qu'ils sont dans cet esprit-là, mais ils veulent aller au-delà de simples partenariats. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'ils y ajoutent aussi cet aspect culturel qu'on ne voit pas, par exemple, dans les relations sino-africaines. Cet aspect des choses-là n'existe pas. Alors, l'Inde, et puis l'autre avantage, c'est que les Indiens qui vont en Afrique, ils vivent avec les Africains. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de... on ne recherche pas cette distance, hein, on ne s'enferme pas dans son camp à soi. On est vraiment dans cette ouverture parce qu'il y a effectivement ces échanges qui datent de très longtemps. Daouda, quels sont les secteurs de coopération stratégique pour l'Inde et l'Afrique ? Le secteur de coopération stratégique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça a été dit. Je pense également dans l'industrie, c'est très intéressant. On voit de plus en plus des véhicules de marque indienne, par exemple, arriver en Afrique, des usines de montage, par exemple, un certain nombre de choses comme ça, alors qu'on sait très bien que ce type de secteur emploie beaucoup d'ailleurs, beaucoup de main-d'œuvre. Donc à ce niveau-là, ça m'a l'air très intéressant, d'un point de vue culturel aussi. La culture indienne, on sait très bien qu'elle date de très longtemps, elle a sa richesse aussi, et de ce point de vue-là, pourquoi pas faire en sorte de faire des centres culturels, par exemple, hein, pour faire connaître cette culture indienne, et puis voir comment il y est déjà par Bollywood interposé. Par exemple, à ce niveau-là, et là, c'est porteur aussi. Donc, les secteurs sont nombreux, et un élément important aussi, c'est que selon les prévisions, si on prend l'Afrique d'ici 2050 et l'Inde pareil, la population que ça représente, c'est un véritable poids diplomatique en tout cas. Il faut déplorer que Lakshmi Mittal a snobé le Sénégal quand même. Hein. Bon. Merci. Dans l'actualité également, au Sénégal, justement, le gouvernement va entreprendre la réalisation d'un important programme de modernisation des villes. Ce plan du nom de Promoville va coûter 200 milliards de francs CFA. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement sénégalais va mettre en œuvre un programme de modernisation des villes. Ce programme urbain, évalué à 200 milliards de francs CFA, vise à doter les villes en infrastructures routières, d'assainissement et d'améliorer le cadre de vie. Avec le plan Sénégal émergent, le gouvernement multiplie les programmes de développement. L'avantage économique, c'est que nous sommes en train d'améliorer le doing business dans plusieurs espaces au Sénégal. Sinon, le risque, c'est que la concentration à Dakar va perdurer. Donc, on comprend qu'économiquement, la création, la modernisation d'une nouvelle ville fait partie effectivement de ce qui peut améliorer la rentabilité des entreprises de façon globale, mais ce qui peut booster l'économie dans sa globalité. En plus du programme d'urgence de développement communautaire, l'État du Sénégal compte accroître l'accès durable des populations à des services d'eau et d'assainissement dans les centres urbains du pays. Les observateurs estiment que les investissements en milieu urbain peuvent fixer les entreprises et réduire l'exode vers la capitale, Dakar. Il s'agira de faire ce qu'on appelle des pôles de développement. Chaque région présente des avantages certains sur lesquels on peut se baser quand même pour faire un modèle de développement. À partir de ces pôles-là, on va désengorger la capitale, mais pour cela, il faut, au-delà maintenant de la modernisation, que l'État offre des avantages fiscaux. Quand on sort de Dakar, on gagne en fiscalité. Donc, on va accompagner ces entreprises qui vont accepter de le faire. L'exode rural sera freiné. Ça permettra quand même à la communauté, partout où elle se trouve, quand même, d'avoir la chance de participer au développement. Le gouvernement sénégalais vient de lancer le projet eau et assainissement en milieu urbain, financé par la Banque mondiale à hauteur de 70 millions de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA. Le pays s'est lancé dans l'exécution de plusieurs projets de développement et de réforme depuis 2012, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Daouda, que pensez-vous des grandes lignes de ce programme de modernisation des villes qui met l'accent sur les infrastructures routières et d'assainissement? Oui, c'est une bonne chose d'avoir une politique de modernisation des villes.
encore, il faut que ce soit bien fait. Mais en soi, c'est une bonne chose, étant donné que les capitales, et au-delà même du Sénégal, les capitales sont... Il faut désengorger les capitales, parce que tout le monde vient dans la capitale, l'administration y est généralement, le travail y est, etc. Donc c'est le cas de Dakar, en l'occurrence. Donc faire des villes, des pôles urbains, Diamniadio, etc., c'est une bonne chose, puisque ça va permettre finalement de déconcentrer les activités. Et puis, ça permet aussi de pouvoir mettre des zones franches industrielles. Mais voilà, il faut encore... Et là, on a une chance. C'est-à-dire, faire une ville nouvelle, ça permet également de faire une bonne urbanisation. C'est-à-dire avec des schémas urbains, un bon assainissement d'ailleurs, puisque quand on prend Dakar, on a construit n'importe comment à Dakar. C'est d'où parfois il y a des inondations quand il pleut beaucoup, etc. Parce qu'il n'y avait pas de schéma à la base. La ville s'est développée de manière exponentielle. Et donc aujourd'hui, désengorger tout ça, ça permet d'avoir l'occasion pour le coup de bien faire les choses. Et j'espère que c'est pris en compte dans le cadre de ce plan Sénégal émergent. Malik, commencer par les infrastructures routières et d'assainissement plutôt que par l'habitat, c'est une bonne stratégie? Je pense que c'est nécessaire. Déjà, pour moi, c'est la base. L'assainissement et les routes, ça doit être la base pour permettre justement une bonne planification. Parce que dès lors que vous avez justement cette base, l'assainissement et justement... le volet de l'habitation, ça permettra aussi de planifier davantage, de façon plus régulière, parce que justement, Daouda l'a rappelé, nos villes africaines souffrent souvent d'anarchie urbaine, c'est un problème. Et maintenant, après cette étape-là, il faudra imaginer aussi la ville de demain, parce que quand vous construisez une ville, il faut aussi penser à long terme, il ne faut pas penser que sur le court terme. Très bien, parce que ça permettra aussi de permettre à des populations de se déplacer davantage, donc c'est un plus sur le volet économique, il ne faut pas se cacher. Des professionnels qui veulent se rendre d'un point à l'autre d'une ville plus rapidement, c'est aussi des gains gagnés justement sur le plan de l'économie, mais il faut aussi imaginer ce que sera par exemple Dakar dans 20, 30, 40 ans, et c'est important d'avoir des schémas justement, des schémas directeurs qui visualisent un peu la ville de demain. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. La part des marchés financiers africains dans le financement des entreprises reste modeste. Quelques 35 milliards de dollars de capitaux seulement ont été levés sur les marchés actions africains et 100 milliards de dollars ont été empruntés sur le marché obligataire d'entreprises au cours des 5 dernières années. En face, le secteur bancaire possède un encours de crédit aux entreprises de 750 milliards de dollars. Alfred, comment expliquer qu'en Afrique, où le financement reste un obstacle pour les entreprises, elles ne font pas appel davantage au marché financier? Le problème est d'abord celui des systèmes bancaires africains. J'allais dire le caractère étriqué, parce qu'il n'y a pas des banques de grande taille et de grand poids en Afrique, dédiés par exemple au financement justement des projets économiques ou des projets commerciaux des particuliers. Et donc du coup souvent les banques centrales, il y a la banque centrale, mais ces banques centrales n'ont pas non plus des réserves inépuisables. Et donc du coup il aurait fallu à ce moment-là que dans chaque pays africain, et en Afrique en général, qu'on ait des systèmes bancaires beaucoup plus conséquents, beaucoup plus efficients, qui permettraient effectivement de financer les activités économiques. Et donc du coup, le marché international devient le seul lieu à partir duquel les entreprises peuvent lever des fonds, ou même les banques, hein, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. Le marché obligataire, ce sont les banques qui garantissent justement les emprunts, de sorte que les investisseurs qui peuvent venir font confiance parce qu'il y a des projets qui ont déjà été travaillés en amont par les banques, et donc voilà. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à l'élevage. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'était avec plaisir. Et puis bonsoir à toutes les téléspectatrices d'Alfred avant qu'ils le disent. Malik, merci également. Merci Fanny, un plaisir d'avoir retrouvé Daouda et Alfred. Et Alfred, merci d'avoir été là. Merci Fanny, hein, c'est un ravissement de vous retrouver ici, et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.